Alors une petite intro très rapide, bien entendu si vous n'avez pas vu la première partie des aventures d'Astrion, commencez par là, hein, ça me paraît assez évident. Mais sinon je voulais surtout vous dire que je réapparaîtrai devant vous à la fin de la vidéo, parce que il y a quelque chose que je voulais aborder sur la manière dont j'ai écrit cette histoire, dont j'ai développé cette histoire. Et voilà, en fait cette intro est plus pour vous dire de rester après l'histoire, pour que je vous en raconte un petit peu plus sur l'écriture. En attendant, c'est parti! Astrion a accepté de partir en mission avec Iris et Mourda, les deux meilleurs voleurs des bas-fonds. Très bien, mettons-nous en route alors, reprend Mourda. Les deux brigands remontent les escaliers qui mènent au sous-sol. En haut de ceux-ci, Iris les attend, tout habillée de noir. Elle semble contrariée et s'adresse à Astrion. Écoute Gringalet, je suis prête à suivre les ordres du roi, mais tu as intérêt à faire attention. Suis l'exemple de tes aînés et écoute nos conseils. Astrion, étonnamment humble, lui répond « Je comprends, je dois faire mes preuves ». Les trois brigands sortent dans les rues odorantes. Ils traversent toute la ville et passent des pires quartiers de Grandia au plus beau manoir. Mourda le borgne passe en premier et se montre particulièrement vigilant. Il ne semble même pas inquiété par son angle mort. Le jeune mage le suit de près. Iris ferme la marche et garde un œil méfiant sur celui-ci. Au bout d'une heure, ils arrivent en vue du manoir du comte de Grégoire. La terrasse d'un restaurant, se trouvant à un niveau supérieur de la ville, leur offre une vue plongeante sur les lieux. Le manoir, immense et magnifique, est entouré d'un jardin méticuleusement taillé et toute la propriété est entourée d'une grille parsemée de pointes. À cette heure tardive, il n'y a presque pas de passants dans les rues, en dehors de quelques gardes, et il y a justement un garde personnel du comte devant l'entrée principale. Iris sort un grappin de son sac et le fait tournoyer au-dessus de sa tête. Elle le lance jusqu'à l'un des plus grands arbres du jardin de l'autre côté de la rue. Le garde devant l'entrée se trouve à environ 20 mètres sur la droite, et comme il fait sombre, il y a peu de chances qu'il les voit passer s'ils font vite. Astrion est déjà inquiet, car les exercices physiques et l'équilibre ne sont pas son fort. Maintenant, comment utiliser cette corde? Un seul d'entre eux pourrait se balancer facilement jusque dans le jardin, mais les autres n'auront alors plus de corde. Sinon, ils peuvent l'attacher à la rambarde de la terrasse et traverser tous les trois. Le risque étant que l'un d'eux tombe ou que quelqu'un voie la corde à un moment ou à un autre. Iris étant la plus agile, ils se mettent d'accord pour la laisser partir en éclaireur. Elle s'accroche à la corde d'une main experte, s'élance remplie d'assurance, et la corde se casse. Elle est projetée sur la grille qui tremble sous l'impact en faisant un bruit assourdissant. La voleuse tombe à terre, probablement assommée. Le garde sursaute. Après avoir repris un peu ses esprits, il sort son épée et se dirige vers la silhouette au sol. Mourda sort une dague de lancer. Astrion ne s'attendait certainement pas à ça et est pris au dépourvu. Il décide d'essayer l'un de ses nouveaux sorts, la paralysie. Il ne le maîtrise pas encore bien, mais il tente le coup, se concentre et... le garde s'arrête net au milieu de la rue. Le mage s'essuie le front. Ils l'ont échappé belle. Avec Mourda, ils descendent réveiller Iris. Celle-ci ouvre les yeux et porte la main à son visage. Son nez est cassé et elle est couverte de bleu. Aucun commentaire, merci, dit-elle. Le garde est à côté d'eux. Seuls ses yeux bougent et il semble exprimer une panique justifiée. Mourda prend l'épée de l'homme et la donne à Astrion. Il en a trop vu, occupe-toi de lui, dit le brigand au jeune homme. Astrion hésite mais finit par répondre « Ce n'est pas notre cible, attachons-le ». Mourda a une expression un peu moqueuse. Tu ne vas pas aller loin si tu fais les choses à moitié, mais soit. Les assassins attachent et bâillonnent leur ennemi. Ils le traînent jusqu'à la porte que Iris crochette facilement. Ils laissent le garde bien encordé dans un buisson et traversent le jardin. Deux majordomes sont en pleine discussion devant la porte d'entrée du manoir. Les intrus s'avancent prudemment vers les majordomes, tout en restant cachés derrière les buissons, et écoutent leur conversation. La criminalité dans certains quartiers devient indécente. Heureusement que le maître s'est décidé à prendre les choses en main lui-même, dit le premier homme. La femme de mon cousin s'est fait trancher un doigt dans la rue. Tout ça pour une bague de pacotille. L'autre homme lui répond « Mais cette prise de position est dangereuse. Je serais plus rassuré si le jeune maître était parti avec sa mère, car la demeure est particulièrement à découvert cette nuit. » Les deux majordomes rentrent par la porte principale tout en continuant leur conversation. Astrion, Mourda et Iris attendent une minute avant de regarder par toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. Les serviteurs ont l'air d'avoir regagné leur chambre et toutes les pièces sont plongées dans le noir. Malgré tout, une chambre à l'étage dégage une faible lumière. Iris crochette facilement la porte de derrière et entre dans le manoir en éclaireur. Une minute plus tard, elle fait signe à ses deux compagnons de la suivre. Les trois bandits entrent dans la cuisine et prennent la porte qui mène au couloir. Dans celui-ci, on trouve déjà de nombreuses statuettes précieuses et des objets en argent.
Astrion a les mains baladeuses et prend au hasard quelques objets qui lui semblent avoir de la valeur. Il essaye de faire vite, mais alors que son attention est détournée par les bibelots, un garde apparaît dans son champ de vision, une lanterne à la main. Astrion décide dans l'instant d'essayer son sort d'invisibilité. Il se concentre comme il le peut, mais le stress ne facilite pas sa communication avec le monde de la magie. Malgré tout, son corps disparaît au moment où le garde se retourne. Celui-ci sonde le couloir quelques instants, l'air interloqué, avant de reprendre sa ronde. Mourda et Iris sortent de leurs cachettes respectives. « Bien joué le bleu », dit Iris. « Combien de temps dure ce sort ?»« Environ 1 minute, et je dois éviter les gestes brusques, » répond Astrion. « Il faut peut-être en profiter pour faire un tour à l'étage alors. » Surenchérit Mourda qui cherche l'origine de la voix du mage. « Très bien, suivez-moi, » répond ce dernier. Les 3 assassins montent les escaliers aussi vite que ne le permet le sort d'Astrion. Ils se retrouvent devant un long couloir et remarquent la lumière qui passe sous l'une des portes. Mourda chuchote. « J'entends des voix, il me semble. » Il s'avance, mais à mi-chemin, la porte à côté du mage s'ouvre d'un coup. Iris et Mourda sautent dans les ombres, et Astrion ne bouge plus d'1 pouce. Un enfant passe sa tête par la porte et regarde des 2 côtés du couloir. L'invisibilité ne durera plus longtemps. Le magicien invisible décide de sauter sur le garçon, mettant fin à son sort. Il n'est pas doué pour les combats, et même si ce n'est qu'un enfant, il n'est pas si facile de le maîtriser avant qu'il ne crie. Heureusement, il y arrive tant bien que mal. Il met sa main sur sa bouche et Iris a tôt fait de l'attacher et de le bâillonner. Mourda sort son couteau, mais la voleuse lui jette un regard noir et lui dit « N'y pense même pas, Mourda ». Ce dernier range sa dague sans discuter. Les 3 bandits retournent dans le couloir et vont jusqu'à la porte avec de la lumière. Il y a bel et bien des gens qui discutent dans cette pièce. « Je comprends ma responsabilité, nous en reparlerons bientôt, mon ami. Je vais partir maintenant. » Les poils s'hérissent sur la nuque d'Astrion, c'est la voix de Mordac, son ancien maître. Les dents serrées, le jeune mage continue à écouter ce qui se passe derrière la porte. 30 secondes après l'échange entre les 2 hommes, Astrion entend un bruit d'explosion qu'il connaît bien. Mordac s'est probablement téléporté ailleurs. Le moment est venu. Iris ouvre lentement la porte et le mage voit le comte de Grégoire seul dans la pièce. Celui-ci se retourne et remarque les intrus. Avec beaucoup d'adresse, il ramasse un pistolet qui se trouvait sur une table. Astrion sent comme un picotement sur sa main gauche, et la marque en forme de spirale semble l'appeler. Il décide de répondre favorablement à cet appel et libère le pouvoir d'origine inconnue. Le comte arrête son mouvement d'un coup et laisse tomber son pistolet. Il se tient devant Astrion dans une position étrange, comme une marionnette pendue à des fils. La main du mage le fait monstrueusement souffrir. Dans un premier temps, il a une forte sensation de brûlure, mais les choses empirent quand la spirale noire commence à disparaître en partant de son centre. Il a alors l'impression qu'on lui arrache la chair de la main par petits morceaux. Mais ces souffrances ne sont rien comparées à celles du comte de Grégoire. Alors que son corps physique tombe, un ectoplasme blanc avec les traits du notable reste debout dans la pièce. L'âme du comte est alors agrippée par des crochets fantomatiques qui sortent des murs et par des diablotins grotesques surgissant du sol. Ces derniers tirent leurs victimes hurlantes qui se débattent tant que possible à travers le plancher jusqu'à ce qu'ils aient tous disparu. Astrion tombe à son tour à genoux. Mourda se retourne vers lui. Que s'est-il passé? J'étais certain qu'il allait nous tirer dessus en premier, mais il s'est tout d'un coup effondré. Le mage est sous le choc, mais il n'a pas le temps d'analyser ce qu'il s'est passé. Il se contente de dire « Cherchez s'il y a un coffre dans cette pièce ». Iris et Mourda regardent Astrion d'un air respectueux, mêlé de méfiance. Sans discuter, il fouille la pièce et trouve rapidement un coffre caché derrière un tableau. Iris se met au travail et a tôt fait d'ouvrir la porte blindée. Sans ménagement, elle met tout ce qui se trouve dans le coffre dans un sac pendant que Mourda dépouille le comte. Astrion est toujours sonné et n'a pas la force de protester de toute façon. Iris ouvre vite fait la fenêtre et les 2 voleurs aident le mage affaibli à descendre le long du lierre qui couvre le mur. Une fois dans le jardin, il retrouve un peu ses sens et pense à tout ce qu'il s'est passé. Apportons la bonne nouvelle à Urluk, dit-il. Sans trop de difficultés, les 3 bandits sortent du jardin et traversent à nouveau la ville pour rejoindre l'antre du roi des bas-fonds. Ils descendent les escaliers, mais une fois dans la salle de banquet, Astrion ne voit personne. L'endroit est étrangement calme. Iris commente, si Urluk dort, ça ne sert à rien d'attendre ici. Profitons-en pour nous reposer, nous aussi. Les compagnons de fortune se séparent et le mage retrouve sa paillasse de la veille. À nouveau, tout ce qu'il a fait lui tourne en tête. Il s'était préparé à tuer un inconnu, mais il sait bien que le comte de Grégoire n'était pas quelqu'un de mauvais. Il s'était simplement fait un ennemi de la plus grosse organisation criminelle de Grandia. Mais pire que tout,
Astrion sait bien qu'il n'a pas juste tué le comte. Il regarde sa main gauche et remarque que l'extérieur de la spirale commence à retrouver sa couleur noire. Le reste du dessin ressemble à une vague cicatrice. Les cours d'Astrion sur les dieux maléfiques et les dimensions parallèles lui ont enseigné la portée de son acte. Il a damné pour l'éternité l'âme elle-même du comte. Il n'y a pas de crime plus horrible. Le jeune mage se retrouve devant l'un des choix les plus décisifs de sa vie. Astrion prend une profonde inspiration et regarde la marque. Un léger sourire apparaît sur son visage. Bien, si les dieux du mal ont besoin d'un héros, autant que ce soit moi, dit-il à haute voix. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette suite d'histoires. Le personnage a quand même bien changé depuis le début. Et il risque d'encore pas mal changer. Je vois quand même qu'il y a un combat entre les gens qui veulent le faire revenir dans le juste, dans un combat un petit peu plus juste, vers une rédemption, et les gens qui veulent en faire un personnage juste dark. J'espère juste qu'il va pas devenir une caricature de ouais, je suis dark de sombre, je suis un magicien assassin. Ça, c'est le genre de personnage que j'aurais vraiment beaucoup de mal à écrire. Mais on va voir un petit peu comment ça tourne. Ce dont je voulais vous parler principalement, c'est un moment, il y a un moment où j'avais fait une pause parce que je ne savais pas quoi faire. J'avais une grosse hésitation sur l'histoire et je pensais que d'un point de vue l'écriture d'une narration, que ce soit pour un jeu de rôle, un roman, un film, n'importe quoi, c'était assez intéressant, enfin ça peut être intéressant pour vous d'en savoir un peu plus. Et étrangement, ce moment, c'est le moment où les majordomes parlent. Parce que ma grande question que je me suis posée à ce moment-là, c'est de quoi ils parlent? Et en fait, surtout, ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que ça va dire sur le comte de Grégoire? Et là, j'avais deux choix très différents. Il y a plus d'un moment où il y a des choix quand même importants. Je dirais le dernier choix que vous avez fait, il change complètement. Enfin, c'est deux histoires complètement différentes que je vais écrire d'après ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, j'avais un choix de ce que je voulais vous faire ressentir. Et j'ai beaucoup hésité, parce que ce que j'ai pensé faire quand Astrion entend les majordomes qui parlent, c'est de faire du comte de Grégoire quelqu'un de méchant. En fait, pour faire simple, je voulais en faire un pédophile. Voilà. Et quel aurait été l'intérêt de faire ça? L'intérêt aurait été que de justifier le fait qu'il allait être assassiné. Pour le spectateur, pour ceux qui font les votes, justifier le fait que le tuer, en fait, n'est pas grave parce que c'était quelqu'un de mauvais. En fait, plus que le tuer, vu qu'il se fait prendre son âme. C'est pas grave parce que c'était quelqu'un de mauvais. Dans ce cas-là, je vous ai rapporté une histoire où il n'y a pas vraiment de remise en question. Voilà, parce que dans ce cas-là, vous auriez fait quelque chose qui vous semblait juste, et les choses auraient continué. Ce que j'ai voulu apporter quand même, ce sont des doutes. Voilà, vous dire, est-ce que les choix que j'ai faits sont bien? Alors je sais que les gens qui votent ne sont pas là, oh mon Dieu, quel est le choix que je vais faire? Ça va définir tellement de choses. Donc voilà, c'est une petite histoire sympathique, mais je pense en faisant, parce que les majordomes, au final, ils disent que le comte de Grégoire est quelqu'un de bien, qui veut combattre la criminalité dans la ville, et au final, notre personnage est devenu vraiment un pur criminel. Et voilà, et en le tuant de manière, en fait, en le tuant de manière aussi horrible, parce que ça, je savais très bien que dès que j'allais vous donner l'occasion d'utiliser la marque sur sa main, je n'avais aucun doute de de ce que le vote allait donner. Mais donc, en sachant, je savais qu'à ce moment-là, vous alliez lui voler son âme, je voulais quand même vous mettre une petite émotion. Je sais que c'est pas méga marquant, mais je voulais quand même vous mettre une petite émotion. Je vois que moi, personnellement, si j'avais eu le choix, j'aurais espéré que après, ils partent sur une voie de rédemption. J'aurais trouvé ça plus intéressant. Maintenant, on part dans une autre optique de l'histoire, qui va continuer, hein, pour le moment elle est en pause, mais elle va continuer, vous inquiétez pas. Et voilà, en fait, ça se résume à ça. Ce petit passage se résume à ça. Je voulais juste vous dire, voilà, il y a des moments où, quand j'écris cette histoire, qui est improvisée, oui et non, j'ai des moments clés que je veux atteindre, dont certains qui n'ont pas été atteints, parce que l'histoire a pris une direction que je n'attendais pas, bien que dans 80% des cas, j'arrive à deviner quel va être le résultat du vote, mais je suis quand même content d'avoir pris cette direction qui n'est pas rassurante. Parce que, voilà, tuer le comte de Grégoire s'il avait été méchant, ça aurait été rassurant. Et là, j'ai fait un truc qui n'est pas rassurant, qui
qui est quand même ceux qui dirigent Astrion vers la voie du mal, sur laquelle il va avoir vraiment du mal à revenir maintenant, je veux qu'ils se questionnent un minimum. Et j'espère que j'y arrive. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir écouté ce petit plus à peu près inutile, mais quand vous écrivez quelque chose, et c'est pareil pour les jeux de rôle, quand vous faites un événement particulier dans un jeu de rôle, rajoutez un peu d'émotion, rajoutez un doute. Est-ce que les orques que les joueurs ont tués n'avaient pas des enfants? Que faire de ces enfants? Ça, c'est une question classique de jeu de rôle. Ou alors il y a la version rassurante, ça c'est Warhammer. Les orques n'ont pas d'enfants, ils poussent comme des champignons. Ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas d'enfants. Ça c'est version rassurante. Sinon, il y a version un petit peu plus compliquée. Au final, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Allez, là-dessus, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et bye 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 bye.